va finir, je pense, à 7,5 millions, 8 millions. Tu souffres un peu au début, mais une fois que tu commences à te sentir à l'aise, des fois c'était nul, des fois c'était pas mal, donc du coup je creusais un petit peu. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à faire la V1, on va dire, du concept. Bienvenue Hugo dans ce podcast de l'ombre à la lumière. L'objectif est de mettre en avant des profils complètement différents parce que sur tous les podcasts aujourd'hui on a l'habitude d'inviter des personnes et c'est tout le temps les mêmes, on voit toujours les mêmes têtes et je trouve ça intéressant d'inviter des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir et c'est le cas. On t'a jamais vu il me semble sur un podcast, non? Ben non, pas encore, merci pour l'invitation. D'ailleurs, c'est mon premier podcast, donc je vais essayer de faire ça bien et de vous faire honneur. Merci d'accepter l'invitation. On se retrouve dans un lieu atypique, Mitch's, comment on prononce ça? Soit Mitch, soit Mitch's Sandwich, c'est comme tu veux. Ok, et qu'est-ce que c'est? Dis-moi en plus. Alors Mitch, c'est la deuxième enseigne que je fonde, que je cofonde d'ailleurs avec Pierre et Kevin, mes deux associés. Ok, On a ouvert ça il y a un mois et une semaine, le 27 octobre. Et on fait un bon mois de novembre, on fait un beau commencement, donc on est hyper content. trop bien. Bah, félicitations, on y reviendra après par la suite. Avec plaisir. Mais avant de revenir sur tout ça, on va commencer pour comprendre vraiment qui tu es, d'où tu viens, comment tu es tombé justement dans l'entrepreneuriat. Ok. Dis-moi en plus sur toi. Alors moi, en gros, je viens d'une famille qui est quand même... j'ai été un peu bercé par l'entrepreneuriat dans ma famille. Mon grand-père, tout d'abord, était l'inventeur de l'armoire. Ok, Donc en gros, à l'époque, tu n'avais que des grosses pièces d'orfèvrerie avec des moulures sur les portes, quatre gros pieds et tout. Et il est parti de ce constat, il s'est dit, mais en fait, une armoire, c'est quatre planches et des étagères. Donc c'est lui qui a créé l'armoire que tu vois aujourd'hui à Ikea, avec les deux joues, un fond qui est un peu, tu sais, qui est pas très rigide, ah, une porte soit coulissante, soit une porte à battant, avec des taquets et des étagères. C'est lui qui a créé ça. Il a déposé le brevet, ça a fait un gros succès. Ils ont vendu un peu partout dans le monde. Et du coup, ensuite, c'est tombé dans le domaine public et il y a eu du coup toute la concurrence. Mon père a repris la société de mon grand-père. Et après, ils sont partis à la retraite, tout ça. Mon oncle et ma tante étaient restaurateurs. Mon autre oncle et mon autre tante avaient un atelier de gravure sur plexiglas. Donc tu vois, j'ai fait un petit peu le tour. Donc j'ai toujours été touché par les beaux agencements, tu vois, les belles couleurs avec du coup la menuiserie de mon grand-père. Également avec mes oncles et tantes qui étaient restaurateurs. Donc c'était un petit peu la logique, tu vois, d'ouvrir son restaurant, quoi. ouais, je vois. Ouais, au final, ton enfance, l'éducation que tu as eue, ça a été un peu les ingrédients qui ont permis d'être là où tu en es aujourd'hui. Et tu viens d'où exactement? Moi, à la base, je viens du 78 dans les Yvelines. Ok, Je viens de Sartrouville. d'accord. Ensuite, j'ai déménagé à 11 ans à Besançon dans le 95. J'ai fini mes études à 23 ans après mon master. J'ai déménagé direct ici. À Bordeaux. À Bordeaux, exactement. Parce que j'avais pas forcément envie de rester. Soit je montais sur Paris et j'habitais sur Paris et j'avais pas les moyens parce que payer un studio à 1005, c'est un peu compliqué. Mm. Quand tu as 23 ans et que tu démarres. Soit j'allais en région et j'étais tombé amoureux un petit peu de Bordeaux. J'étais descendu, j'avais une vingtaine d'années, je pense, faire les fêtes de Bayonne. Donc je me suis dit, j'étais passé 2 jours ici, je me suis dit c'est magnifique, Ok. je reviendrai. Donc à la moindre occasion que j'ai eue, je suis parti, quoi. Trop bien, trop C'est un bien. peu compliqué de Ouais. laisser la famille, les potes, tout ça, Ouais. mais bon, c'est pour la bonne cause, on va dire. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu as ressenti un peu ce côté-là où tu as fait des sacrifices, je pense, pour être là où tu en es aujourd'hui et notamment être loin d'un peu de sa famille, c'en est un. Est-ce que, par exemple, toi, avec les études que tu as faites, tu es Ouais. passé d'étudiant à entrepreneur. Comment ça s'est passé un peu cette transition? On va dire que j'ai été vachement soutenu. Donc mes parents sont descendus, ma sœur est descendue aussi avec Rudy, son conjoint. Euh, Mes potes sont descendus, ils m'ont même aidé à monter le premier restaurant. Génial. Donc finalement, moi je remontais aussi pas mal. Toutes les épreuves, tu vois, qui auraient pu être compliquées, finalement c'est passé tout seul
parce que j'ai été hyper soutenu, quoi. Ouais. Tu as eu une bonne base. Ouais, Et ça, c'est super important. C'est d'avoir des amis fiables. Et là, c'est le cas. Et au moins, ça t'a permis carrément. de t'aider et à créer ce premier restaurant. Et C'est ça. le premier, ça s'appelle comment et c'est quoi? Le premier restaurant, c'est du Pokéball, ça s'appelle Eco Pokéball. Ok, On a monté ça en juin 2018. Donc moi, je suis arrivé en septembre 2016. J'ai mis 1 an et demi pour monter le projet, même pour faire un réseau, trouver un appart, constituer un peu l'apport, bosser un peu dans la restauration, parce que j'avais jamais bossé dans la restauration. Hmm. Du coup, j'ai mis 1 an et demi à monter le premier, ok, dans la rue des Airs à Bordeaux, en plein centre-ville. Et on avait une spécialité sushi burrito et pokéball. Donc à l'époque, en 2018, ça se faisait pas. Les premiers à avoir ouvert ça, c'est Fumi Sushi Burrito et Poké. Si je me rappelle bien, c'était rue Parmentier, je crois, à Paris. ok. Et du coup, moi, c'est un petit peu le concept que j'ai vu en 2016. Et je me suis dit, il faut absolument que je fasse ce truc-là à Bordeaux. Le concept est génial, Ok. donc voilà quoi. Et ça a été quoi pour toi le plus compliqué au final à te lancer? Tu as trouvé l'idée facilement? Une fois que tu avais l'idée, comment après, c'est quoi les étapes qui ont été les plus compliquées et comment tu as commencé ça? Honnêtement, je pense que c'est tout ce qui a un rapport avec le local. Ok. Donc trouver le local, trouver une direction artistique, trouver un bon architecte, trouver un bon logo, trouver les belles couleurs. Parce qu'en fait, quand t'as c'est cool d'avoir un produit, mais moi je suis pas hyper marketeur. J'avais pas les sous de payer 20 000 euros une agence, un architecte ou un DA pour me faire toute ma direction artistique. Donc du coup, je me suis un peu débrouillé par moi-même. J'ai pris une archi à 1500 euros, 2000 euros, parce qu'on n'avait pas le budget à l'époque. Et pour le coup, ouais, assez chaud, quoi. Donc j'ai demandé beaucoup à ma famille, à mes amis, Le à réseau? ma copine, Hmm. ce qu'ils en pensaient, quoi. Donc des fois c'était nul, des fois c'était pas mal. Donc du coup, je creusais un petit peu. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à faire la V1, on va dire, du concept. Ok. Donc une fois que la V1 est sortie, c'était en 2018. Ouais. Qu'est-ce qui se passe après par la suite? Le lancement s'est bien passé? Donc juin 2018, le lancement se passe super bien. À l'époque, j'étais avec un associé. Juin, juillet, août, on le fait tout seul. En septembre, le 17 septembre, je crois, on prend nos 2 premiers employés, Victorien et Kevin. Ok. Et début novembre, le 6 novembre, je crois, on prend Jérémy, notre premier manager. Ok. Et là, c'est parti. Moi, je peux commencer à me détacher un petit peu de l'opérationnel et à m'occuper du coup de tout ce qui est développement, la vidéo, les Instagram, la presse, les blogueurs, tout ça. À développer un petit peu l'offre, à trouver des améliorations dans le concept, voir un petit peu des différents fournisseurs, etc. etc. Ok. Donc là, je commence vraiment à prendre le côté stratégique du business. Ouais. Moi, j'ai toujours voulu avoir un concept franchisé ou pas, tu vois, mais j'ai toujours voulu monter plusieurs restaurants. Je savais que ça ne s'arrêtait pas juste à celui-là. Donc j'ai pensé l'intégralité du concept comme quelque chose de duplicable. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est ça. Du coup, je suis assez rapidement passé sur la recherche du deuxième. On a ouvert le deuxième le 17 ou le 19 octobre 2019, donc un petit peu plus d'un an après. Ok. Et on a refait la même chose. Mais du coup, là, on avait un petit peu plus de budget, puisque la première année s'est super bien passée sur le premier restaurant. Du coup, on a pu prendre des architectes. Là, on a pu prendre un graphiste qui nous a fait vraiment un truc hyper chiadé qu'on a toujours aujourd'hui. Ah, ok. Ouais, parce que tu dis que le marketing, c'est pas trop ton fort, mais pourtant, Aiko et Mitch, on voit quand même qu'il y a vraiment un côté ultra marketing et je pense que quand même, tu as dû développer tes skills dans ce domaine-là, non? Tu sais ce que c'est une école de commerce, hein. Donc moi, j'avais un cursus marketing digital et business développement. C'est comme tout, tu vois, tu as une formation hyper généraliste finalement. Ce qui va te forger finalement, c'est ce que tu fais de ton diplôme, ce que tu fais des rencontres en école de commerce et tes premiers boulots, quoi. Mais c'est pas l'école de commerce qui m'a offert une spécialisation, tu vois, dans le marketing. Donc
c'est vrai que je suis parti quand même un petit peu de zéro, parce qu'en soi, je savais que c'était important, je savais à peu près comment faire, mais, ils m'ont, enfin, je te dis pas que c'est pas pour dénigrer, mais je te dis pas qu'ils m'ont appris à faire un SWOT et les La 4 P, quoi. pestel, ouais. Mais, mais bon, voilà, quoi, c'est un petit peu Ouais. le truc qu'ils Ouais, t'apprennent, quoi. c'est ça, mais en fait, dans les écoles de commerce, je le dis toujours, hein, mais c'est au final, dans la promo, on ressort avec tous le même diplôme. Mm. Tout le monde ressort avec le même diplôme. Et en fait, c'est toutes les expériences qu'on va vivre durant l'année à travers soit des stages, à travers des expériences, ou justement en parallèle de nos études. Bien sûr. C'est surtout les expériences en parallèle de nos études qui vont faire qu'on a un parcours différent et qu'une fois qu'on est sur le marché de l'emploi, ben là, on va être beaucoup plus attiré, on va attirer davantage d'entreprises Exactement, ouais. et on va être complètement différent. Mm, mm, Donc mm. c'est ça qui est important et je pense que toi, ça a été le cas au final, un peu après, une fois que tu as été diplômé, au final, toi, ça a été après les études où justement tu t'es ouvert un peu à tout ça. Mais je pense que quand même la graine avec les idées et l'envie d'entreprendre, elle était là au final. Toi, tu as eu envie d'entreprendre très tôt au final, Ouais. même durant tes études, tu sentais que tu étais bloqué et que tu n'avais pas encore envie d'entreprendre. Bah, en fait, même quand j'étais gamin, à 5 ans, tu me demandais ce que je voulais faire, je disais je voulais être patron, tu vois. Ah, énorme. Ah, comme papy, comme C'est papa, ça, comme ouais. tonton, comme maman, comme tata, tu vois, comme tout le Ouais, monde. ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Et T'es en fait, baigné dans ça. c'est ça, je suis passé par différentes phases où je voulais être maçon. Ok. Après, je voulais être astronaute, Ok. tu vois, comme tout le monde, tu vois. Et je suis passé de maçon à architecte. Mhm. Du coup, tu vois, je me suis dit, bon, bah, au lieu de faire les maisons, j'aimerais bien les dessiner, tu vois, Ok. parce que ma mère était dessinatrice aussi. Ok. Donc, ouais, j'ai été bercé par tout ça. Et en fait, le fait d'être patron et de pouvoir euh, allier finalement cette première passion finalement de l'entrepreneuriat avec la food Mhm. que j'adore, bah, du coup, c'était un peu la consécration pour moi, tu vois. Ouais, énorme. Et justement, toi, par rapport à tes parents, au final, quelle éducation un peu tu as eu vu que tout le monde était entrepreneur? Est-ce qu'ils t'ont vraiment poussé là-dedans ou justement ils t'ont dit bah, fais ce que tu as envie de faire, fais-toi plaisir et tant que tu aimes ce que tu fais, c'est le principal. Qu'est-ce que ça a été pour toi? Ils m'ont jamais poussé dans rien. Ils m'ont toujours laissé hyper libre dans tout. Ok. J'ai même ma période un peu geek, tu vois, Ah, ok. quatrième, troisième, où je passais beaucoup de temps derrière l'ordi. Et c'est vrai ils se sont jamais inquiétés. Bon, derrière, je me débrouillais bien à l'école, j'avais pas de problème, je faisais mes devoirs, donc tu vois, ils n'avaient pas forcément de seuil d'alerte déclenché, tu vois. Mais ils m'ont laissé toujours faire ce que je voulais à partir du moment où je faisais pas de conneries, quoi. Ouais. Donc finalement, c'est venu à peu près tout seul. Ok. Et au niveau de tes passions, est-ce que tu as eu des passions que tu as depuis ton enfance et que tu as toujours? La cuisine, est-ce que c'était une passion au final Ouais. pour toi? T'as beaucoup cuisiné? Bah, je faisais pas mal à manger pour mes parents, tu vois. Ok. Je faisais pas mal à manger pour mes parents quand j'avais quoi, je pense, à partir de 10, ouais, peut-être 17 ans. Mhm. J'ai commencé à faire des plats pour mes parents, tout simplement, tu vois. Et j'ai toujours adoré aller au restaurant aussi, ça se voit d'ailleurs. Ah non, ça se voit pas la cam, ça se voit pas. Mais ouais, ça a commencé comme ça, quoi. Ok. Et en fait, ça me détend. Ça Ouais. me détend. Passer 1 heure et demie en cuisine, c'est vraiment un plaisir. Ok. Ok. Et est-ce que tu as des passions avec le sport aussi? Ouais, Parce que ça apporte une certaine discipline, je pense. ouais. Moi, je trouve que le sport et l'entrepreneuriat, c'est assez lié. Donc, je pense que tu as eu cette expérience-là aussi. Ouais, j'ai fait pas mal de sport, je me suis pas mal promené, j'ai fait du volley, j'ai fait du rugby, j'ai fait du tennis, j'ai fait du MMA, j'ai fait de la taille, j'ai fait du ping-pong, j'ai fait du badminton, j'ai fait Le de ping-pong la ouais, muscu. côté de MMA. Je l'ai pas trop dit fort le Ouais. ping-pong, mais je pense que les gens ont entendu. Euh, c'est super sympa le ping-pong en C'est soi, super sympa. honnêtement. J'ai une table chez moi, c'est trop bien. Génial, C'est attends. trop bien. Et donc ouais, pas mal de sports de raquettes, quelques sports de contact, même si je suis pas le plus grand et le plus fort, je me marrais bien, quoi. Ok. Et ouais, depuis quelques temps, je fais de la muscu, ça me permet surtout de me défouler, tu vois, j'essaie d'y aller 3-4 fois par semaine, 4 fois c'est chaud, mais 3 minimum. Ok. Ça permet vraiment de garder un rythme, de se défouler, de se libérer la tête, les tensions, tout ça. C'est primordial, quoi. Ouais. Avant, tu vois, c'est comme tous les sports, tu souffres un peu au début, mais une fois que tu commences à te sentir à l'aise,
toi, tu fais beaucoup de sport aussi. Ouais, Après, tu as besoin d'y aller et quand tu vas pas, c'est tu une te drogue. sens mal, quoi. C'est une drogue, Ouais, hein. c'est Cette, clair. cette C'est clair. dopamine, c'est une drogue. Même Et- si au début, tu te dis putain, je suis allé à la salle, ouais. ça me fait Mais, chier. mais le plus dur justement, c'est de mettre les baskets. Et Ouais, c'est de mettre les baskets et d'y aller. C'est vraiment c'est le plus clair. dur. Mm, En mm, fait, mm. mais après, une fois qu'on a cette discipline qui est ancrée en nous, d'aller à la salle, de faire du sport, n'importe lequel, hein, C'est t'en clair. as cité plein, mais une fois que c'est ancré en nous, on a vraiment ce besoin. Et quand on n'y va pas, on se sent un peu mal de ne pas y aller limite. Ouais. Et ça apporte une discipline. Et au final, cette discipline dans le sport, on la duplique dans la partie professionnelle. Mais exactement, ouais. Pour moi, les deux sont, les Mm, deux mm, sont mm. liés. Et justement, tu parlais de rythme, comme quoi c'était important pour toi d'aller à la salle, ou pour ça te permet de te défouler. C'est un Ouais. exutoire au final pour toi, d'une Exactement, certaine manière. Quel est le rythme un peu de ta vie entre l'entrepreneuriat et la partie sport? Quel est un peu ton emploi du temps? Comment ça se passe une journée, 24 heures, même si ça doit pas mal changer? Alors moi, je vais à la salle à 6h du mat. Ok. Non, je déconne. Ah, purée, parce que j'y vais vraiment très tôt, moi. J'y suis Ah allé ouais, ce non, matin, tu vois, avant le Je podcast. je suis pas trop du matin. C'est vrai? Je suis pas Ok. trop du matin, donc nous on a des bureaux maintenant, donc moi j'arrive au bureau, on est combien? On est 1, 2, 3, 4, 5, on est 6 au bureau, Ok. donc j'arrive au bureau en même temps que tout le monde vers 9h, tu vois. Ok. Le midi généralement, je prends juste un shaker de protéines un repas hyper léger. Hmm. C'est pas hyper bon pour la diète, mais bon, j'ai pas faim le midi, je prends pas forcément le temps de me poser pour manger le midi. Ouais, et Donc d'ailleurs, je préfère aller à la salle, tu vois. ouais, d'ailleurs, les Pokéballs, t'en manges plus, non? J'en mange plus, j'en ai marre. Ouais, normal. J'en ai marre. Ça fait 5 ans et demi, Ouais, j'ai du mal, quoi. normal. Du coup, tu manges léger et après, tu vas à la salle, ça? Je vais à la salle pendant entre 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie en fonction du temps que j'ai. Ok. Je retourne bosser l'après-midi. J'essaye de caler, j'essaye de caler le boulot le plus chiant et qui prend le plus de temps le matin. Mais en vrai, euh, quand tu essaies de faire ça, finalement, tu arrives le lundi et tu as toujours un truc qui se passe, tu as toujours un truc à faire, tu as toujours un... La to-do, elle varie tout le temps. Ouais, c'est ça. Ah, Donc même si j'essaye de garder finalement une ligne directrice, c'est assez compliqué. ok. Mais c'est le début du développement, donc c'est normal, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, on est 6, on est une petite équipe. Et le soir, après, bah, je finis quand j'ai fini, quoi. Ok. Je finis quand j'ai fini. J'aime bien aller boire une petite bière après le boulot, quand même. Ah Ça fait du bien, ça fait détendre, quoi. ouais. Ok, ça marche. Et au niveau de, justement, par rapport à ce rythme-là, je pense il a évolué, vu que là, tu es en plein développement. Est-ce qu'au début, il y avait beaucoup plus d'heures et tu trouvais que tu passais beaucoup plus de temps et maintenant ça s'est allégé? Comment s'est passé un peu cette charge de travail? Est-ce qu'elle a augmenté, elle a diminué? Bah, en fait, au début, j'avais pas de bureau, donc je bossais dans un coworking ou je bossais au resto. Donc c'était un peu en dents de scie. Je bossais beaucoup parce que du coup, il y avait tout à créer, beaucoup à faire. Ok. Maintenant, ça va plutôt être des phases. Il va y avoir des phases où je vais pouvoir me permettre de bosser 30 heures par semaine. C'est rare, mais ça arrive. Peut-être, tu vois, 2-3 semaines dans l'année où je vais être vraiment light et je vais pouvoir prendre un petit peu plus de temps pour moi. Ok. Pour faire des trucs que j'ai pas le temps de faire d'habitude, genre refaire mon permis. Parce que tu sais, j'ai encore les 3 volets roses là. Et, Ouais, je vois. bon, Je tu vois vois. le truc. Et après, je vais avoir des semaines normales à 40 heures et des semaines plutôt à 55, 60, 70 heures. Ok. Soit sur des lancements de resto, soit sur des phases de lancement de nouvelles cartes, des nouveaux produits, etc., etc. Ok. Justement, au niveau des lancements des nouvelles cartes, comment tu élabores ton menu? Par exemple, avec Aiko, comment tu fais? Parce que j'ai vu sur LinkedIn, je suis un peu ce que tu fais. Ouais. J'ai vu que tu étais parti à l'étranger pour créer justement ces pokés. Comment ça se passe? Alors là, aujourd'hui, je pars surtout d'un ingrédient. Ok. Je pars surtout d'un ingrédient, donc je sais que je veux rentrer 7 ingrédients, où il y a un ingrédient que j'ai vu dans une recette ou chez un concurrent qui m'a plu, et du coup je vais essayer de tourner autour. D'accord. Donc je vais faire, ça se trouve, je vais faire 3 recettes et je vais trouver direct. Ça se trouve, je vais en faire 10, je vais jamais trouver, et je vais abandonner l'idée de l'ingrédient. Ok. Mais typiquement, tu vois, là en septembre, on a fait un poké pour la Coupe du Monde avec Madosh Tamboué, Oui, j'avais vu. l'ailier de l'UBB. Et moi, j'adore la viande et j'adore la chimichurri. Tu vois, c'est une espèce de vinaigrette aux herbes un petit peu pimentée, très citronnée, très herbacée, qui se mange avec la picanha. Je crois que c'est une pièce de bœuf argentine et ça se mange beaucoup là-bas. Et en fait, je l'ai essayé avec du saumon. J'ai trouvé ça hyper bon. Du coup, j'ai commencé à snacker le saumon au chalumeau. C'était encore meilleur. Et du coup, j'ai tourné autour de
de cette marinade chimichurri avec du saumon au chalumeau. Et après, du coup, on a mis on a mis un petit peu de cream cheese, tu vois, pour la gourmandise, de l'avocat, etc., etc. On est arrivé à une recette complète qui était hyper bonne, qui a hyper bien marché. Et on a eu des super retours dessus, quoi. Ok, bah là il est 10h du mat environ, je commence à avoir faim. Je sors de la salle là, je commence à avoir faim. Donc on va éviter trop de parler de bouffe. Ah, t'es mal barré, hein. Ouais, c'est ça, je suis mal barré. Mais donc ouais, toutes ces recettes-là, il y a des bêta-testeurs, je suppose. Tu les fais tester à qui, auprès de qui? Auprès de tes proches pour l'instant? Comment ça se passe à chaque fois? Moi, je l'ai fait tester à l'équipe. Ok. Je l'ai fait tester au bureau aujourd'hui. Hmm. Au bureau, à l'équipe. Je l'ai fait tester des fois aux franchisés, tu vois. Ok. Quand ils passent au resto, tu vois, quand ils sont pas trop loin. Bah, j'en profite du coup pour les faire tester. Avant, on les faisait tester directement aux clients. Ok. Tu vois, on faisait 5-6 préparations, tu vois. Et puis on les faisait goûter à des clients qui venaient souvent. Donc c'était hyper sympa d'avoir leur retour en direct. Hmm. Mais c'est vrai que maintenant on le fait un petit peu moins. Parce que j'essaye de ne pas les gêner pendant leur service. Vu que c'est plus moi qui bosse en opérationnel, si je commence, tu vois, à arriver à essayer de faire goûter un client, machin, et que eux ça les pénalise dans le service, dans le rush, comme on a quand même pas mal de monde. Donc j'essaie de le faire en dehors des services maintenant. Ok, ouais, je comprends. Et tu as une grosse présence maintenant sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a quand même 12 Eiko, donc Ouais. 12 Pokéballs, ils sont tous présents sur Bordeaux. Ouais. Et on peut Pas vraiment... tous. Pas tous? Ok. Non, pensais. j'en ai 11 là pour l'instant. D'accord. Mitch, c'est le 12e restaurant en gros du Ok, groupe. d'accord. Moi j'en ai 11, il y en a 2 à Bordeaux Centre, un à Bègle, un à Sainte-Eulalie, un à Mérignac. Ah, ok, Il y en a d'accord. un à La Teste, un au Cap-Ferret, un à Nantes, un à Caen et un à Saint-Barth. Waouh, ok. Et là on a pas mal de projets sur Angers, sur Nîmes, sur Angoulême, sur Tours, sur Anglette. L'étranger aussi, tu m'avais parlé, potentiellement? L'étranger, ouais, La Réunion et Dubaï. Ok. Je pense à horizon plus 10-12 mois, tu vois. D'accord. Mais là, on va partir en recherche de locaux sur Dubaï en mai Ok. et sur La Réunion en septembre prochain. Ok. Donc, Donc, t'as prévu un déplacement sur Dubaï? Bien sûr. Excellent. On y va avec Hugo, là, début d'année. C'est vrai? Ouais, on y va. Ça a l'air sympa. On y va en janvier, ouais. Pas 2 semaines, mais quelques jours, je pense que c'est hyper sympa. Ouais, mais j'ai vécu quasiment un an au total, hein. C'est vrai? Ouais, j'ai vécu quasiment un Trop an bien. à l'étranger, là-bas sur Dubaï et tout. C'était Ok. très bonne expérience et tout. Et t'en penses quoi du coup? Ben, Trop d'influenceurs. non, mais pour mon métier, c'est intéressant. Vu que Ouais. Dubaï, c'est une ville qui repose sur l'image, donc c'est Ouais. beaucoup critiqué pour ça. Mais au final, c'est vraiment intéressant quand tu es dans le secteur du digital et notamment marketing digital et vidéo. Ok. Ben, tout est beau à filmer. J'ai jamais dû annuler un shooting parce qu'il faisait pas beau. À Bordeaux, je pense que si je serais tout le temps shooting sur Bordeaux, ben, potentiellement, je pourrais annuler des shootings. Bien sûr. Là-bas, il fait tout le temps beau. Ouais, c'est clair. J'ai pu shooter avec des entreprises, avec des marques comme Hermès, Dior et Ouais. et d'autres grosses boîtes. Et pour moi, ça a été vraiment un tremplin pour me faire vraiment un book photo et vidéo. Ok. Et dès que je suis revenu en France, c'était beaucoup plus simple de retrouver du D'accord. travail et justement des clients en fait. Donc, moi, je prends pour mon expérience à moi. Ouais, c'est clair. Tu vois, c'est génial. Après, voilà, c'est une ville qui peut être critiquée pour de nombreux points. Où c'est pas parce que je vais dans ce pays que je suis d'accord avec tout. Bien sûr. Mais par contre, c'est vraiment intéressant de se faire son propre avis et de ne pas rester sur son canapé à regarder un documentaire sur ce que nous montrent les médias et d'y aller par Se soi-même. faire sa propre opinion. finalement. Exactement. Bien sûr. Exactement. Donc pour moi, c'est important. En tout cas, ouais, si tu vas à Dubaï, je pourrais te conseiller quelques Bah, grave. adresses. Avec plaisir. Et voilà, donc pour toi, par rapport à ce développement, qu'est-ce qui est prévu? Comment ça se passe au final, les différentes étapes Ouais. par rapport à ça? Là, c'est franchisé. Est-ce que, par exemple, si une personne veut rentrer chez Eco, Ouais. explique-moi comment ça se passe concrètement. Alors en gros, la première étape, c'est de se rencontrer au restaurant pour Ok. voir du coup si la personne est toujours intéressée par le concept qu'elle a vu généralement sur internet ou tu vois sur un salon, pour qu'elle s'imprègne vraiment de l'ambiance qu'on essaye de mettre dans les restaurants, pour qu'elle goûte aussi, parce qu'il faut que ça soit bon. Donc on lui fait une visite d'un restaurant type. Et on lui explique un petit peu tout le concept, tout l'accompagnement. À partir de là, si ça fit aussi bien entre moi et la personne que la personne envers moi et l'équipe, tu vois. Là, du coup, on se tape dans la main, on commence la recherche de locaux. Ok. Donc nous, on va accompagner la personne sur toutes les phases de la recherche de locaux, la recherche du prêt, le montage du projet, tout ça. On est accompagné sur tout et c'est Jérôme, mon développeur, qui va chercher lui-même les locaux commerciaux. Donc on conseille toujours aux candidats
de chercher en local, bien sûr, parce qu'on peut passer à côté de certains trucs, ou même un local, tu vois, qui est ni sur le bon coin, ni sur Off-market, ouais. machin, voilà, ils passent devant, ils appellent, ça peut toujours arriver, un petit peu comme ici finalement. Ok. Tu vois, on est sur Mitch, je crois qu'il est resté 1 heure sur le bon coin. On était les premiers sur le dossier et on est les seuls à l'avoir visité. Il y a eu genre 26 demandes en 1 heure. Waouh. Et le gars était de Toulouse et il a dit, moi je monte pour vous le faire visiter. Si vous le prenez, voilà, je l'enlève du bon coin parce que je vais pas faire des allers-retours tous les 4 matins, quoi. Ok. Donc génial. Donc là, c'est un achat. C'est l'achat, c'est de la location, vous, à Ça chaque fois? dépend. Achat Ok. de fonds, achat des murs, droit au bail, location sèche, ça dépend ce qu'on trouve. Ok. Et ça dépend aussi du budget du candidat, tu vois. Ok. Une fois qu'on a trouvé le local, du coup on part sur la recherche de prêt, tout ça. Nous on a nos partenaires travaux, architectes, Ok. donc on crée vraiment tout le plan. On lui apporte toute notre expertise au niveau des travaux. Si jamais il veut passer par notre partenaire au niveau des travaux, bah, il passe par lui. Si jamais on a le cas à Nîmes, tu vois, c'est un électricien, il a refait sa maison, il a refait beaucoup de travaux. Donc lui, il va faire la majorité des travaux lui-même, mais il va prendre les lots qui lui manquent chez notre partenaire. Ok. Donc c'est un petit peu la latitude qu'on offre. Par contre, l'architecte obligé chez nous, parce que c'est nous qui avons les plans, C'est c'est la nous qui, patte. Ouais. on sait exactement toutes les tailles des éléments cuisine, Ouais. toutes C'est un, les normes c'est un finalement qu'on duplicateur impose. à chaque fois, ce qu'il faut faire. Exactement. Donc, C'est le plus simple. ok. Et après, bah, du coup, l'animation et la formation, donc c'est Edgar qui le fait chez nous. Il va former le franchisé, il va l'aider à faire toutes ses premières commandes, à contractualiser avec tous nos outils digitaux, etc. etc. Ensuite, il vient 3 semaines faire une formation ici à Bordeaux. Ok. Et c'est là qu'il construit aussi son plan de communication et marketing avec le département marketing. Donc là, il a une stratégie d'ouverture assez bien rodée, tu vois. Et on fait des trucs à tiroir. C'est-à-dire que nous, on va conseiller 15 000 euros de budget sur l'ouverture. Mais on arrive aussi à faire des trucs à 8-10 000. Ça dépend, ça dépend aussi de l'emplacement. Ce que j'allais Tu dire, vois, ouais, si on a un la ville. emplacement génial, euh, numéro un, on n'a pas besoin forcément, tu vois, de mettre 15 000 euros de communication. Ok. On peut économiser 5 à 7 000 euros parce que l'emplacement nous apporte tellement de flux que finalement, on sera connu de toute façon par la force des choses et on pourra faire du coup une deuxième salle de communication 6 mois après en fonction du budget du franchisé, quoi. Ok. Et après, une fois que tout est terminé, nous on ouvre avec lui. Donc c'est-à-dire qu'il y a moi et Edgar, on se déplace une semaine dans son restaurant. Généralement, on arrive le dimanche et on repart le samedi. On ouvre le mardi. Donc on arrive dimanche, on vérifie que tout est OK, le lundi aussi. Le mardi, on ouvre, on fait toutes les réceptions de produits le lundi et mardi. Le mercredi, on fait un premier événement privé le mercredi soir, généralement avec la presse. Et le samedi, on fait la vraie soirée d'inauguration. Ok. Enfin, la vraie journée d'inauguration d'ailleurs. Ok. Je sais que ma question elle va être biaisée parce que ça va dépendre de l'emplacement, la durée que vous allez pour le trouver. Ouais. Et combien de temps au final ça prend une fois qu'une personne veut rentrer chez Eco pour une fois que tout soit ouvert? Faut compter au moins 5 mois Ok. déjà, parce que tu as des délais bancaires incompressibles. Généralement, tu as au moins 2 mois de travaux. Donc, tu as 1 mois et demi de délai bancaire, 2 mois de travaux. Donc, tu as 3 mois et demi minimum d'incompressible. Ok. Ouais, 4 mois. Ok. Partons sur 4 mois. D'accord. Donc, après, le temps de trouver, d'immatriculer la société, Ouais. de trouver le local, machin et Ok. tout. D'accord. Ouais, c'est minimum 5 mois. Ok. Minimum 5 mois, donc on peut dire entre 5 et 10 mois en fonction de ce que tu cherches, tu vois. Ok. Et là, comment ça se passe sur les 11 pour l'instant qui sont créés? Ouais. Est-ce que du coup, c'est des personnes externes qui ont investi dans Eco? Est-ce qu'ils ont des parts dans Eco? Comment ça se passe exactement, ce côté franchise? Alors moi, j'ai trois restaurants propres. D'accord. Les 2 de Bordeaux et celui de Nantes. D'accord. Nantes, où j'ai un associé Kevin, qui était d'ailleurs mon premier employé, Ok. qui est rentré le 16 septembre 2018 chez moi, du coup. Ok. Et il est parti de chez moi pour monter son restaurant à Nantes, du coup. Ouais. Donc je l'ai aidé sur son apport et du coup maintenant on est associé là-bas. Ok. Sinon généralement c'est des personnes qui sont
un peu en reconversion. Donc c'est des personnes qui vont avoir une trentaine d'années, qui ont envie de plus, qui ont déjà 5-10 ans d'expérience en CDI sur un secteur n'importe lequel, mais qui ont une appétence pour à la fois l'entrepreneuriat et la food. C'est pas non plus des chefs, donc ils veulent pas trop avoir un business model compliqué. Ouais. Et nous, vu qu'on a tout simplifié et qu'on fait beaucoup de choses en mise en place, on a une mise en place, on va dire, qui est assez conséquente le matin, parce que tout est frais. Mais 11h30 quand le service commence, finalement après c'est que de l'assemblage, tu vois. Ok. Donc c'est assez facile à prendre en main, c'est assez facile à se former. Donc ouais, on a pas mal de gens en reconversion qui viennent pas de la restauration, mais qui ont envie d'un petit peu plus, quoi. Ouais, Qui ont ok. envie d'un projet. C'est ça, ouais, ils ont une appétence ouais, pour Exactement. l'entrepreneuriat Ouais. et la partie food. Et eux, de leur côté, tu m'avais parlé la dernière fois d'un étudiant d'Excelia que tu avais rencontré. Oui. Est-ce que ça aboutit? Est-ce que ça a avancé là-dessus, par exemple, ou comment ça se passe? Là, on est en recherche de locaux commerciaux Ok. sur Paris. Sur Paris, lui, Ouais, c'est. Ok. exactement. Est-ce que j'allais dire sur Paris, il y en a pas, non, du coup, encore pour l'instant? Pour l'instant, il n'y en a pas. Pour Ok. l'instant, il y en a pas. Paris, c'est un marché qui est plus compliqué pour le coup. Parce que tu as plein de marques qui se sont déjà mis, sur le marché parisien, des marques de poké. Donc on va pas dire que le marché il est saturé, mais il est déjà bien fourni. Quand tu te mets Paris Centre, tu tapes poké sur Deliveroo, tu as 200 résultats, quoi. Ouais, Donc pour remonter déjà sur les plateformes, c'est un peu plus compliqué. c'est un challenge. Ouais. Bah ouais, sachant que nous, notre business model, il est aussi pas mal basé sur la livraison. Parce que on a un produit qui est hyper livrable. C'est dans un bol, c'est froid. Tu perds pas en qualité finalement que tu manges le Oui. poké au restaurant ou chez toi. Ouais, C'est ça, pas comme une pizza où elle va être un peu molle, un peu froide. Ouais, complètement. Un burger où la viande va avoir tiré, elle passe du saignant au bien C'est- cuit quand elle arrive dans le truc. Les c'est frites ça. elles sont molles, tout ça, quoi. Ah, Donc finalement, on est hyper bien noté sur les plateformes. Nous, typiquement, tu vois, on a du 4,7, 4,8. On est même monté à 4,9 sur Uber, énorme. sur Caen. Donc tu vois des notes exceptionnelles. Ah ouais. Mais du coup, sur Paris, c'est beaucoup plus compliqué que de se faire une place Ok. parce que les gens ont leurs habitudes et Ouais. en fait, ils consomment déjà du poké depuis des années, C'est ça. bien avant qu'on Ils ait ont- monté Bordeaux. Donc, C'est ça. on va rien leur faire découvrir. Et, Ok. donc, pour s'insérer dans le marché parisien, je pense qu'il faut quelque chose de très solide. Ok. Donc, un très bon emplacement. Généralement, c'est des emplacements qui sont très chers, Ouais. qui sont potentiellement pris par des enseignes qui sont un petit peu mieux implantées, peut-être sur le marché national. Aujourd'hui, on a un petit réseau, on n'a que 11 restaurants. Mais le jour où on s'implantera sur Paris, il faudra vraiment bien le faire. Là, on a 2 prospects, un sur la banlieue parisienne dans le 92 et un du coup à Paris Centre. Donc on essaye vraiment de les accompagner au mieux pour trouver la pépite, pour qu'on s'insère dans le marché parisien sans risque. Ok, je vois. Ok. Et là, toi, de ton côté, par rapport à justement tout ce développement, Ouais. qu'est-ce que tu souhaites par la suite? Est-ce que tu as un nombre déjà prédéfini de pokés que tu souhaites? Dis-moi en plus sur ça. Alors moi, j'aimerais bien finir l'année 2024 à 22-23 restaurants. Là, on en a, je pense, on en a 7-8 dans le pipe. On est en décembre 2023, il y en a 7-8 dans le pipe, donc je pense qu'il faudrait en ouvrir, j'aimerais bien en ouvrir 12. Donc c'est plutôt bien parti pour l'année 2024. Ok. Donc ça nous permettrait de vraiment doubler de taille et de devenir vraiment un acteur majoritaire finalement sur le poké au national. Et ensuite, 2025, on fait la même chose, 12-15 restaurants. Et 2026, on fait la même chose pour atteindre les 50 restaurants. Énorme. Ok. Ça serait l'objectif. L'objectif court-moyen terme, tu vois, à Ouais, 3 ouais. ans, Ok. qui nous ferait nous positionner vraiment comme acteur majoritaire du poké en France. Ok. Énorme. Et donc là, concrètement, tu en as 3, tu disais, de poké à toi. Ouais, Donc tu as les 2 de Bordeaux, celui de Nantes. ouais, c'est ça. Et Mitch, est-ce que il est à toi? Est-ce qu'il est partagé? Comment ça se passe par rapport à celui-ci? Bah, Mitch, on est 3 dessus. Moi, j'ai pas grand-chose au niveau de l'actionnariat. D'accord. C'est un choix. J'ai préféré me positionner plutôt sur la marque. D'accord. Donc moi, j'ai pris la marque avec mon associé Kevin. D'accord. Et ensuite, Kevin et Pierre se partagent les actions du shop. Ok. Moi, j'ai plus mon rôle finalement sur le développement de la marque parce que j'ai pas vocation à travailler dans le restaurant. Ok. Donc, c'était pas forcément
logique pour moi de prendre des actions du restaurant alors que j'allais pas être dedans, quoi. Ok, très bien. Ouais, parce qu'au final, les personnes qui investissent chez Eiko, Mhm. là, pas encore chez Mitch, peut-être Mitch, après, justement, je pense que tu pourras en parler, que l'objectif, c'est de le dupliquer Bien sûr. également. Mais une personne qui investit chez Eiko, son objectif à elle, c'est pas de se retrouver derrière les cuisines. Au final, elle, son objectif, ça va être vraiment juste d'investir et de voir un peu comment ça se passe. Dis-moi, est-ce que ça peut être le profil aussi des personnes qui veulent être dans le restaurant? Ça arrive aussi? Ça dépend, j'ai un petit peu de tout, tu vois. Ok, J'ai des personnes qui veulent rester dans leur restaurant, d'accord. donc qui veulent un concept vraiment qui leur plaît, où ils se sentent bien. Ok, Et après, j'ai des personnes c'est pas la majorité des personnes. Généralement, bon, bah, ils restent 6 mois, 1 an, et après ils passent à autre chose. Généralement, ils montent le deuxième restaurant, tu vois, ok, ou ils se mettent sur d'autres projets, etc. Mais par exemple, tu vois, j'ai les 3 associés de Sainte-Eulalie, donc ils sont deux vraiment associés majoritaires, tu vois, à s'occuper du business. Hmm. Eux, ils ont toujours gardé leur CDI. ok. Donc depuis le premier jour, ils ont ouvert en mai 2022. Depuis le premier jour, ils gardent leur CDI et ils bossent à côté, quoi. Là, ils ont monté leur deuxième il y a un mois et demi, il y a 2 mois. Donc maintenant, ils ont 2 restos et ils sont toujours en CDI depuis le premier jour. Donc finalement, ils ont réussi à processer ça avec une directrice, une assistante manager, tout ça, qui s'occupe très bien de leur business. Ok. Ça donne des fois des plannings un peu compliqués parce que quand tu as une merde au resto, bah, tu es obligé quand même d'y aller, tu vois. Ah, Et tu as beau faire ton 35 ou 39 heures dans ton CDI, bah, quand tu as quelqu'un qui t'appelle le matin, je peux pas venir, je me suis fait mal au genou, ah, bon, bah, tu es obligé d'y aller quand même, quoi. ouais, tu dois mettre la main à la pâte. C'est ça. Ok. Mais quand c'est bien rodé, moi par exemple, mes 2 restaurants de Bordeaux, ils sont hyper bien gérés. J'ai des super équipes sur place et j'y bosse plus, quoi. Ok. Mais après, je peux pas tout faire, je peux pas être partout à la fois. Ouais. Pareil sur Nantes, c'est Kevin, mon associé, qui le gère et moi j'y suis plus. Ok. Kevin, il est basé où? Il est basé là-bas? Il est. Alors il a déménagé à Nantes il était de Bordeaux, il a déménagé à Nantes pour monter son restaurant Ok. et depuis il est revenu sur Bordeaux. Ok. Voilà. Donc il est resté une période de quoi? De 6 mois, un an? Il Combien? est resté 1 an. Ouais. Et là, il fait des allers-retours, quoi. Ok. Mais il est revenu vivre ici. Ok. Exactement. Ok, ça marche. Et j'avais regardé un reportage sur ça, je pense que ton avis peut être Ouais. pertinent, concernant les dark kitchen. Et il disait que par exemple, tu as ton produit, tu as ton restaurant qui est à Ouais. Marseille, tu veux savoir si la clientèle de Bordeaux peut aimer ton produit, Ouais. et du coup, ils lancent du coup leurs produits via des dark kitchen. Est-ce que tu penses que c'est une bonne stratégie? Est-ce que ça respecte les valeurs que toi, tu as envie d'avoir au niveau de la restauration? Dis-moi en plus, parce que pour le coup, moi, mon avis, il n'est pas vraiment pertinent, je pense. Ouais. De par mes connaissances. J'ai juste vu ce documentaire et c'était compliqué pour moi de me faire un avis. Je trouvais ça d'un côté bien parce que ça permet de faire découvrir le produit à une autre clientèle, Ouais. mais je trouve ça un peu mauvais. Mais par rapport aux alentours, parce qu'au final, les riverains, ils se plaignaient énormément. Ça créait pas mal de concurrence aussi en interne. Et surtout, les personnes qui y travaillaient, c'était dans des conditions pas incroyables aussi. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à ça? C'est comme partout, tu as tout. Tu as Ok. des bonnes dark kitchen comme tu as des mauvaises dark kitchen. Ok. Aujourd'hui, tu as des boîtes comme Tester, tu vois, qui facilitent vachement les dark kitchen parce que finalement, tu les appelles, tu choisis les marques que tu veux dans leur catalogue. Ils ont déjà les fiches techniques, les stickers à mettre sur les poches personnalisées, les emballages, les fournisseurs, ils ont tout. Ok. Donc ils t'envoient un book, tu payes un droit d'entrée, ce qui est normal, Ouais. tu vois, et tu leur payes une redevance chaque mois. Ils t'envoient un book et puis tu commences. Ok. Donc tu dis à testeur, voilà, je veux telle marque, telle marque, telle marque, telle marque, et c'est terminé. Il te faut Ok. juste un local. Donc Ok. après, ça donne lieu à aussi pas mal de déviance, tu vois. Hmm. Parce que nous, par exemple, on s'est cassé la gueule là-dessus. Parce que bon, il y a eu le Covid, Hmm. et on avait quand même envie de se développer, donc on s'est mis dans le business des dark kitchen aussi, donc on est monté à Paris pour le coup parce que c'était là-bas finalement que ça se faisait. Et on est tombé sur une boîte qui s'appelle Cook Lane qui nous a vendu un truc qui était sur Montreuil. On a eu énormément de mal finalement à trouver le seuil de rentabilité.
Et aussi parce que le business model de Dark Kitchen coûtait quand même assez cher. Nous, on avait une cuisine de 15 mètres carrés avec une toute petite fenêtre. Donc, c'est compliqué, tu vois, de faire bosser les gars toute la journée dans une cuisine de 15 mètres carrés où tu n'as quasi pas de fenêtre, où ils ne voient pas le client, où ils ont juste des poches à donner à un coursier. Parce que en fait, t'as un espèce de runner qui vient récupérer les poches, Ok. qui les met dans un pass, et ensuite tu as le coursier Uber Eats ou Deliveroo qui Ok. vient. Donc c'est vraiment une grosse machine. Et du coup, on s'est dit, en fait, on monte Montreuil, ensuite on a monté Nanterre, ensuite on a monté Saint-Ouen, ensuite on a eu une licence de marque dans une Dark Kitchen à Pigalle, et on s'est dit, plus on en monte, plus on va être connu sur la zone, et plus on va déclencher de la commande par Dark Kitchen, et à un moment on sera rentable. Sauf que le seuil de rentabilité est arrivé trop tard, et du coup nous, on a fait 1 an, et j'ai cramé pas mal de trésors des restaurants de Bordeaux sur 1 an, et je me suis dit bon bah stop, tu vois. Plutôt que de mettre en danger l'intégralité de la structure, Ok. j'ai accepté la perte. Je me suis dit bon, on a essayé, on n'a pas réussi. Ok. On a fait plein d'erreurs. Ouais. Au niveau de la gestion, au niveau de la communication, au niveau du marché, tu vois. On pensait qu'on avait les meilleurs pokés, parce que comme on était les meilleurs pokés de Bordeaux, on s'est dit, bah, on va être les meilleurs pokés de Paris, tu vois. Mais personne nous a attendu pour consommer du poké. Les gens avaient déjà leurs habitudes, Ouais. ils connaissaient déjà le produit. Et Ouais, c'est même exact. si on avait des trucs un peu plus sympas, peut-être des recettes plus originales, on n'a pas réussi à les mettre correctement en œuvre, même si on avait des bonnes notes, tu vois. Mais en même temps, quand tu travailles dans une petite cage à poules comme ça de 15 mètres carrés et que toute la journée tu remplis des bols en carton, c'est pas pour dénigrer, mais c'est pas hyper valorisant, et du coup tu mets pas toute ton envie finalement à faire le poké comme on pourrait le faire aujourd'hui dans des restaurants physiques, tu vois. Ok, je vois. Au final, en termes de croissance, ça prend peut-être plus de temps, le fait de le franchiser, de trouver les locaux. Par exemple, tu me dis que c'est une période environ de 5-6 mois au total. Mais en termes de croissance, c'est beaucoup mieux pour l'entreprise et c'est plus périn, je pense, pour toi. Tu as beaucoup plus de visuel parce que vu que tu dupliques, même si ça dépend après du secteur dans lequel ça va être mis en place, Ouais. la ville, mais au moins ça te permet d'avoir davantage de visuel, non, je pense. Bah ouais, c'est sûr. Et puis après, tu capitalises un petit peu plus, même au niveau de la valorisation de la boîte. Parce que sur une dark kitchen, finalement, c'est des restaurateurs indépendants qui prennent des licences. Ok. Donc finalement, tu vas capitaliser comment dire, sur la redevance, mais tu n'as pas de fonds de commerce finalement. Ouais, c'est Donc ça. ça va être un petit peu plus compliqué. Ouais. Ce qui est bien dans les dark kitchen, c'est quand tu prends plusieurs marques. Ok. Donc par exemple, au lieu d'avoir 15 mètres carrés, tu as 30 mètres carrés. Tu as des points chauds. Nous, on n'avait pas de points chauds pour le coup, tu vois. Comme on faisait que du poké. Et en fait, on n'a pas pu faire de burger. On n'a pas pu faire de pizza. On n'a pas pu faire de thaï. On n'a pas pu faire de kebab. On n'a pas pu faire de... Et en fait, les vrais entrepreneurs qui marchent bien dans la dark kitchen, c'est ceux qui ont les top 5 produits, ceux qui les ont, quoi. Ah, C'est-à-dire, dire une bêtise, j'en sais rien, mais un poké, un thaï, un burger, un indien et un kebab. ok. Voilà. Ouais. S'ils ont ces 5 business-là Ouais. dans leur dark kitchen, ils vont faire 50 commandes par jour par marque. Ouais. Ils vont faire 250 commandes par jour. Et là, 250 commandes par jour, tu fais des gros chiffres d'affaires. Ok. Ouais. Ok. Pour le coup, c'est assez Ouais, intéressant. ouais, parce que je trouvais ça intéressant, tu vois, cette stratégie, et c'est intéressant que tu me fais part de ton retour là-dessus. Mm. Au final, tu as fait cette erreur-là. C'était en quelle année exactement que tu as fait cette erreur-là, du coup? Bah, Covid, donc 19 20 2020, ouais. 2020? 2020, on a ouvert en juin 2020, je crois. Ok. Et après, comment tu as rebondi là-dessus? Ça a été quoi? T'as arrêté, c'était en septembre, du coup, que tu as dit stop, on arrête? Bah, en fait, moi, j'ai ouvert le deuxième restaurant le 19 octobre 2019. Donc, Ok. 17 octobre 2019. En mars, tu as le Covid. Mars 2020. En juin, j'ai cette proposition de la part de Cook Lane. Fin septembre, on ouvre. Ok. Donc, tu vois, c'est allé hyper vite. Ouais, ça allait hyper Et vite. en fait, on s'est dit, putain, génial. Au lieu de prendre un resto qui coûte Ouais. 200, Avec la 250, 300 000 c'est ça. balles, Ouais. là, on a une cuisine à 30 000 euros. Ouais. Et ça va, c'est beaucoup plus rapide. Pourquoi on fait pas que ça? Sauf que c'est
tu peux pas mettre juste Echo, tu peux pas mettre juste une marque de Pokéball dans une Dark Kitchen. Ouais. Il te faut plein d'autres marques pour rentabiliser finalement tes frais Ouais. fixes. Parce que quand tu as un loyer de 3500 ou 4000 balles Ouais. une cuisine de 15 mètres carrés, t'as compris quoi, tu vois, c'est quand Ouais. même super cher. Et en Ouais. plus, Montreuil, ça reste la banlieue parisienne. Donc on va avoir une consommation de poké qui est un petit Ok. peu moins importante Ah que ouais. tu vois dans Paris Centre. Le panier moyen il est moins élevé, tout ça. Donc on pouvait pas faire que du poké. Et même si on avait un bon volume de commandes sur le poké, il nous fallait d'autres marques. Ouais. Et Ok. en fait, on s'est trompé là-dessus, quoi. On Hmm. s'est vraiment trompé là-dessus. Ah, mais c'est intéressant, je pense que tu as bien rebondi en tout cas avec ça et ça t'a permis d'apprendre de tes erreurs. Et... Voilà, on a essayé, on a tiré le truc pendant un an. Au bout d'un moment, on s'est dit, bon, soit on repart pour un an, parce que du coup, c'est des contrats, tu vois, Ouais. à date d'anniversaire, soit on repart sur un an. Et là, il y a moyen, enfin, potentiellement, du coup, on perd ce qu'on a perdu la première année. Donc, et potentiellement, on n'y survit pas. Soit on arrête, on accepte ce qu'on a perdu, et puis, On passe à autre chose. ciao, on fait autre Ouais. chose, quoi. À l'époque, on avait 2 restaurants, donc on était moins solide que là à 11. Ouais. Euh, Et justement, là maintenant à 11, est-ce que pour toi la stratégie, tu te dirais pas, ok, je vais prendre 5 autres marques, je vais faire tel produit, et j'avance. Est-ce que pour. c'est pas mon métier. Ouais, C'est ok. pas mon métier, tu vois. Moi, je sais pas faire de burger, je sais pas faire de kebab, je sais pas Ok. faire de pizza, je sais pas faire de. Donc, je pourrais pas, tu vois, je pourrais pas monter une dark kitchen et j'aurais pas forcément envie. Ok. Je trouve que la livraison, c'est bien. Je trouve que le modèle de dark kitchen, c'est bien parce que du coup, ils sont spécialistes là-dedans et peut-être qu'ils arrivent à avoir du coup une meilleure qualité Mhm. que quand tu as des clients sur place, des clients emportés, machin, tu vois. Ouais. Là, ils sont spécialisés finalement, ils font que de la livraison, ils sont censés mieux la faire. Mais moi, j'aime bien le contact client, Ouais, voilà. C'est tu que. vois, j'aime bien avoir une salle, j'aime bien, C'est ça en fait le problème des dark kitchen, j'aime c'est quand que ça vit, quoi. tu loues, ouais, exactement, tu loues 15 mètres carrés de cuisine et tu peux pas accueillir tes clients. Ouais. Niveau marketing, niveau direction artistique, il y a rien du Bah, tu tout. vois, mon métier, c'est ça aussi, C'est tu ça, vois. bah oui. Bah, de toute façon, aujourd'hui, pour moi, un restaurant qui fonctionne, en tant que consommateur, hein, Bien sûr. je te dis ça, c'est beaucoup du marketing. Mm, mm, mm. Alors, c'est un peu biaisé à nouveau parce que je suis dans ce secteur-là, donc forcément, ça y joue. Pour moi, l'image, c'est super important. Bien sûr. Mais au final, même si des personnes qui ne sont pas dans ce secteur-là, c'est super important d'avoir de belles images. Au final, quand on passe C'est une clair. commande sur Uber Eats, sur Deliveroo, sur n'importe quelle autre plateforme, on se rend compte que la première chose qu'on voit, c'est l'image. Et à nouveau, c'est la première impression. Si la première impression que je vois de toi, tu es en train de bailler, tu es fatigué, tu vois, je me dis, purée, ça va pas, tu vois. Ouais, c'est clair. Et au final, c'est super important. La première impression, c'est toujours c'est vraiment primordial Mm, mm, mm. à ce que ça se passe bien, quoi. Si, après, t'as des concepts qui ont réussi. Napoli Gang. Napoli Gang, c'est les rois de la pizza en delivery, tu vois, sur les dark kitchen à Paris. Ok, C'est le concept de pizza de Big Mama. ok, Et du coup, ils ont une exclusivité avec Uber Eats. Donc Uber Eats les met beaucoup en avant aussi, ce qui est normal, tu vois, ça Mhm. fait partie du deal. Eux, ils sont uniquement en dark kitchen, Ouais. mais ils sont poussés par la marque Big Mama. Ah, Donc ok. ils ont déjà, tu vois, cette notoriété. Ouais, Et quand ça. t'as pas de vitrine, et quand tu fais que de la livraison, en fait, personne te connaît. Mhm. Et du coup, t'es mort, Ouais. quoi. Ouais, c'est intéressant parce que eux, en fait, moi je trouve la restauration là, avec tout ce que tu fais, Mhm. c'est un peu comme dans l'immobilier. Tu as tellement de stratégies complètement Bien différentes sûr. et possibles que par exemple là, tu peux tester la dark kitchen, tu peux au niveau des locaux, soit tu peux acheter, soit tu peux louer. Bien sûr. Enfin, tu as plein de Bah, choses tu vois, complètement différentes. aujourd'hui, je monte une dark kitchen sur Bordeaux, Mhm. ça marche. Parce que je suis connu. Ouais. Et les gens savent pas forcément que c'est une dark kitchen. Ok, Tu vois, tu regardes pas l'adresse quand tu commandes. non, ouais. Tu sais que tu prends Echo, j'ai une notoriété sur Echo. Bon, bah voilà, les gens, ils vont pas plus loin. Bon, je prends Echo, que ce soit le Echo de Fondodège, le Echo de Mérignac ou le Echo de la Dark Kitchen, c'est pareil. Pareil, hein. Donc là, tu es sûr que ça marche. Faut Ok. pas trop en monter parce qu'après, tu te cannibalises vachement au niveau de la livraison. Ok, Mais dans ce contexte-là, ça peut marcher. ok. Quand tu arrives en outsider, que tu es personne et que tu espères te faire connaître en vendant des pokés uniquement sur Uber Deliveroo, Ouais. Ouais, c'est trop compliqué. Ouais. Trop compliqué. Et en termes de chiffre d'affaires, entre la première année et maintenant, comment ça évolue pour toi en termes de chiffres? Bah, Si tu peux en parler. Hein. ouais, carrément. Bah, sur la première année, en fait, on a fait une première année et demie. Mhm. On a fait 837 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe sur le premier restaurant. Ok. Et là, bah, en tout, on est à
On va finir, je pense, à 7 millions et demi, 8 millions. Énorme. Mais il y a beaucoup plus de restaurants, donc faut diviser ça par restaurant. Mais je crois qu'on est à peu près, à 850 000 euros de chiffre d'affaires par restaurant, tu vois, en moyenne. En moyenne, ok. Ouais, donc tu as des restaurants qui vont faire plus, des restaurants qui vont faire moins. Mais sur un modèle, tu vois, centre-ville, on sait que centre-ville ou centre commercial ou zone d'activité, on sait qu'on va atteindre entre 700 750 000 euros de chiffre d'affaires en fonction de l'emplacement et de la taille de la ville, jusqu'à 1,2 million, 1,3 million, tu vois, si on est sur une belle galerie commerciale ou un cœur de ville emplacement numéro un, on va atteindre des chiffres d'affaires comme ça, avec une rentabilité entre 20 et 25% de BE. Ok. Donc ça reste hyper intéressant, quoi. Ok. Tu fais 22% de renta sur 1,2 million. Bon, bah voilà, quand le resto il t'a coûté 300 000, t'es content, quoi. Ouais. Tu te Ok. rembourses sur un an, quoi. Ouais. C'est Ok, pratique. ouais, c'est clair. Et toi, là, actuellement, ton objectif, du coup, c'est de franchiser, de trouver, du coup, des investisseurs dans Ouais. Eco. Comment ça se passe? Comment tu fonctionnes par rapport à ça? Il y a des salons spécifiques? Comment on trouve un peu les investisseurs? Et ben là, on va faire le salon de la franchise à Paris. Ok. Ça va être notre premier gros salon. Il a lieu quand? Et il a lieu, je crois, sur le week-end du 16 ou 17 mars, quelque chose Ok. comme ça. En tout cas, Je mi-mars. te teste, t'as vu sur les dates, hein. Putain, grave. C'est dans mon planning. Attends, je regarde. Mais ouais, donc là, on va se mettre un petit peu plus sur les salons. Ok. Mais moi, je cherche pas d'investisseurs. Ok. J'aimerais garder, tu vois, l'équipe que j'ai, grossir en fonction vraiment de notre niveau de développement, pas forcément faire une levée d'1,5 million ou 2 millions, faire du dilutif et tout, ça m'intéresse pas. Ça Ok. m'intéresse pas. Je préfère maîtriser la qualité de ce qu'on envoie, je préfère maîtriser la qualité des franchisés aussi qu'on choisit. Et vraiment avoir le maximum de contrôle sur toute la chaîne décisionnelle plutôt que commencer à faire rentrer des investisseurs qui vont te demander des comptes, qui vont penser peut-être plus à l'argent ou à la rentabilité que toi. Moi, je le fais aussi parce que Eco, ça me représente, tu vois, c'est mon bébé, c'est mon truc. Donc, quand je fais un truc qui me rend pas fier, bah, ça me bouffe, tu vois. Alors que bon, le rôle d'un investisseur, c'est d'augmenter la renta de la boîte. Donc finalement, il n'y pense pas forcément à ça. Ok. Donc voilà, ça, je veux éviter. Et, je veux plus faire de succursales pour l'instant parce que je considère que quand tu montes des restaurants propres en même temps d'un développement franchise, bah, tu es toujours plus préoccupé par tes restaurants qui sont à toi. Donc tu peux avoir un espèce de conflit d'intérêt entre Ouais, je vois. et du coup, tu peux avoir une certaine jalousie au niveau des franchisés où ils vont dire bon bah c'est les siens donc c'est normal, il les met en avant, machin, tout ça. Bon, j'ai envie d'éviter ça et en plus c'est une gestion qui est quand même assez importante et c'est de la charge mentale que j'ai envie que j'ai pas envie de m'imposer. Donc je préfère me développer full en franchise. On verra si un jour on repart sur un développement en succursale, mais du coup pour un développement en succursale, pour moi, il me faudra une équipe qui sera en charge vraiment de ce développement Ok. pour vraiment que je considère vraiment ce développement comme une partie de la franchise, tu vois. Ok. Mais voilà. Ok. On a beaucoup parlé de Eiko. Ouais, Mitch, on n'en a pas trop parlé. ouais. Dis-moi en plus sur ce lieu là où on est. Au début du podcast, j'en ai parlé rapidement. Alors, Mitch, on a monté ça avec Kevin, Ok. qui est le franchisé Eco de Mérignac depuis 1 an et demi, je crois. Non, 2 ans. Ouais, 2 ans. Et avec Pierre, qui était mon directeur multisite sur Bordeaux, qui gérait du coup le restaurant de Fond-de-Dège et le restaurant de Rue Désert sur Eco. Et donc du coup, moi ça fait un petit bout de temps que j'ai envie de monter un concept de sandwich. J'attendais finalement les bonnes personnes, tu vois, avec qui le monter. Quand j'ai commencé à en discuter avec Kevin, bah Kevin avait aussi cette idée de focaccia, tu vois, un truc un peu italien avec de la charcute, une base de pain et tout. Et donc on s'est entendu un petit peu sur ce concept de sandwich un peu deli new-yorkais, tu vois, avec des produits hyper frais, des sauces fait maison, de la charcuterie à la coupe, coupée en extra chiffonnade tous les matins, tu vois, un truc vraiment quali, un peu porn food. Et du coup, on a proposé à Pierre aussi, puisque moi j'avais déjà bossé avec lui pendant 1 an et demi, je savais un petit peu ce qu'il envoyait. Donc voilà, on a passé
à peu près 6 mois, tu vois, entre la recherche de financement de locaux et l'ouverture. Donc c'est à peu près, tu vois, ce qu'on comptait mettre. On fait un premier mois hyper intéressant. Donc on attend la belle saison là pour voir vraiment ce que ça va cracher, quoi. Ok, trop bien, Ouais. félicitations. Bah merci, c'est cool. Félicitations pour tous ces projets entre Eiko et Mitch. Bah ouais, carrément, merci, c'est Et gentil. qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Du bonheur. Du bonheur? Du bonheur, que ça soit pro, que ça soit perso, que ça soit au niveau de la santé, c'est le plus important, de se sentir bien finalement, tu vois. Ah. Euh, Un équilibre à trouver, à avoir. ouais, c'est ça, c'est ça. Ah. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, j'ai vraiment envie de me sentir au max, tu vois. Donc, ça, c'est ce qu'on peut me souhaiter, être au max. Être au max. Ouais, grave. Ok. En tout cas, merci, ça m'a fait super Merci plaisir. beaucoup à toi. J'espère que ça t'a plu pour ce premier podcast. Carrément. J'espère que j'ai pas été trop mauvais. Ouais. En tout cas, ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à laisser un petit avis sur Spotify, sur Apple Podcast ou sur les autres plateformes. Et si vous êtes sur YouTube, parce que c'est à la fois filmé également, Ok. n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit commentaire et à commenter ce que vous souhaitez pour le prochain épisode du podcast. En tout cas, merci à nouveau. Merci à T'as toi. été au top. Petit check de bonnette. Magnifique.